Hey, bienvenue dans Torian et Frank. Aujourd'hui, on a un gros rapport qui est sorti la semaine passée sur le comité des sages par rapport à tout ce qui touche le monde trans, si on veut. Et notre journaliste, Maxime Perron-Tellier, a fait tout qu'un travail avec 3 articles sur pilulerouge.ca. Ben là, on n'a pas d'invité aujourd'hui, fait qu'on va finir par pouvoir en parler. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui. Ben oui, écoute, on voulait. En fait, mon plan initialement, c'était de parler de ça lundi ou mardi. Puis finalement, bon, les invitations, des fois, ça donne de même. Hein, c'est pas un complot. Là. Ça donne que des fois, des semaines, il y a plein de monde qui se profile pour être invité dans le show parce que c'est le bon moment de le faire. Je pense que notre podcast sur la construction, c'était le bon moment de le faire. C'est pas dans 6 mois quand tout le monde va avoir oublié la vidéo puis que la grève va être finie. Là. C'est là que c'était le temps de jaser de ça. Mais c'est ça, vendredi passé, en après-midi. Tu sais, ça, c'est... si vous voulez savoir quand est-ce que le gouvernement vous essaye de vous en passer une petite vite, allez voir quand est-ce qu'ils rendent public des nouvelles. Exact. Puis quand c'est le vendredi PM, il y a des bonnes chances que tu sois en train de te faire entuber. Fait que si tu fouilles dans le document, il y a des bonnes chances que tu trouves des affaires le fun. Exactement. Et donc, c'est ça. Bon, si on fait le récapitulatif pour ceux qui ne savent pas trop de quoi qu'on parle, il y a plusieurs mois maintenant, ça se compte presque en années, en fait, c'est au-dessus d'un an. Il y avait eu toute l'histoire de, tu sais, là, les villes qui commençaient à faire des toilettes non genrées, puis là, des femmes qui se plaignaient de ça, puis des hommes aussi, probablement. Là. Puis t'as commencé à avoir des histoires dont on entendait parler aux États-Unis. C'est tout le temps la même affaire. Hein. Le Québec, on est comme, puis le Canada, on est quelques mois en retard. La France, elle, ça va être dans plusieurs années. Les autres en France, ils sont encore au stade de rire des affaires woke. Dans 3-4 ans, probablement, ils vont être direct les 2 pieds dedans. Là. Puis ils ne comprendront pas comment ça se fait qu'il y a des profs d'université qui se font appeler Yale, puis Mix. Là, t'es comme là, tu trouves ça drôle, puis dans 4 ans, ça va être chez vous, puis on va te dire que c'est ça qu'il faut faire. Et donc là, on commençait à voir ça aux États-Unis il y a quelques années, les histoires de, par exemple, des enfants, des jeunes ou même des moins jeunes qui disent qu'ils sont maintenant des petits gars ou des petites filles alors qu'ils étaient l'inverse et qui veulent compétitionner dans des sports. Ben, ça vient beaucoup, toute cette histoire-là, du sport. Là. Oui. Donc, des gars, des négas qui se disent filles et qui compétitionnent dans le sport de filles. L'inverse arrive pas vraiment pour des raisons qu'on comprend tous. La joueuse de volleyball avec la pomme d'Adam puis 30 pouces d'impulsion. Là. Exactement. Et donc là, Legault l'avait fait passer à l'époque. Je pense qu'il avait fait une bonne lettre, là, tu sais, ces fameuses lettres du samedi écrites par sa femme. Là. Il y avait, c'est pas fin ce que je dis, là, mais on sait pas c'est qui les écrit. Ouais, on le sait tout. Le gars peut pas parler comme un dommé comme ça puis écrire pour de vrai ces lettres-là. Ah non, c'est probablement face depuis moi. Genre, si tu veux me faire croire que tu l'as écrit pour vrai, là, ou ben non, si tu l'as écrit pour vrai, là, peux-tu arrêter de me parler comme à la casou, sacrement, quand t'as un micro dans ta face? Ben ça, pis c'est comme son compte X où on dirait qu'il lit un livre par jour. T'es comme quelqu'un qui s'exprime aussi mal et qui a aussi peu de vocabulaire ne peut pas lire un livre par jour. Tu sais, je veux dire, il y a Impossible. ou bien tu fais de l'amnésie, puis un coup que tu es rendu à la 4e de couverture, tu as oublié ce que tu avais lu dedans. Mais tout ça pour dire qu'il avait publié une lettre sur son compte Facebook, puis ça avait été sur X, puis toutes les autres plateformes, où il disait « On va mandater un comité de sages au Québec pour étudier cette question-là. » Bon, ben là, le comité de sages, ça fait des mois qu'il se penche sur cette question-là, a fini visiblement de se pencher, et ça donne un rapport. Donc, premier article qu'on a publié le 2 juin, mais comme je dis, des fois, ça vaut la peine aussi de mariner des sujets avant de les aborder. Comité de sages, un rapport explosif sur le tabou trans au Québec. Le rapport du comité de sages sur l'identité de genre révèle un phénomène qu'on peine encore à comprendre, une hausse fulgurante des transitions chez les jeunes. Pourtant, malgré les zones d'ombre, l'État continue de cautionner des pratiques médicales irréversibles. Donc, 3 experts mandatés par Québec pour faire le tour
de la question de l'identité de genre viennent de remettre un pavé de 200 pages, c'est quand même pas rien, là, qui, paradoxalement, nous dit-on, en dit autant par ce qu'il révèle que par ce qu'il évite de conclure. Le rapport du comité de sages, présidé par Diane Lavallée, dresse un portrait troublant d'une société en pleine mutation où les certitudes vacillent ou même les spécialistes naviguent à vue. Donc, premier constat, entre 2017 et 2021 aux États-Unis, ça, c'est les chiffres qui sont dans le rapport, le nombre d'enfants, d'adolescentes et d'adolescents ayant reçu un diagnostic de dysphorie de genre aurait, selon les données, presque triplé. Donc, au Québec, les demandes de changement de sexe à l'état civil sont passées de 659 en 2021 à 1242 en 2023. Ils ont doublé en 2 ans. Là. Ça a doublé en 2 ans. Et donc, c'est dur de pas dire que ça a l'air d'une mode. Ben, c'est parce que là, on est confronté un peu toujours à la même affaire. Je sais très bien quel sera l'argument. C'est un peu comme avec l'histoire du TDAH. Quand tu dis comment ça qu'au Québec, il y en a genre le double des autres provinces. Ça prend une seconde On d'écart que fait les quelqu'un meilleurs commande. diagnostics. C'est parce qu'au Québec, on est mieux dans les diagnostics. Puis là, tu dis, mais ça se peut pas. Si c'était 5% de plus, je te dirais, ça se peut que ton hypothèse soit bonne. Le double, impossible. Écoute, on avait des gens qui décédaient à un rythme alarmant dans des CHSLD parce qu'on a un système soviétique de cul, puis on se faisait répondre qu'on comptait mieux nos morts. Ouais, c'est ça. Ouais, on continue. Bah, c'est ça. Merci. J'ai rien à rajouter. Ce sont maintenant, ça m'a surpris. Constat surprenant quand même du rapport. Ce sont maintenant les filles qui représentent les 2 tiers des consultations à la clinique de diversité de genre du CHU de Ah ouais? Sainte-Justine. Parce que ça, on voyait que d'une manière classique, avant que ce soit une mode, ces affaires-là, là, moi, première des choses, là, je nie pas la dysphorie du genre. Je sais que ça existe. Là, okay? Ben non, ça Je existe. sais qu'il y a des gens qui ont fait tout le processus, puis ainsi de suite. Là. Quand on dit que ça a l'air d'une mode, c'est que chez les jeunes, tu dis qu'il y a certains parents ils donnent l'impression que ce serait cool d'avoir un enfant trans dans leur famille. Là, Ben, la prévalence d'une condition ne peut pas doubler en 2 ans. Ça n'existe pas, ça. Exact. Mais les vieux chiffres du temps que c'était pas cool d'être trans, là, du temps que c'était juste genre quelque chose qui existait puis qu'il y avait des ressources puis tout ça, mais que c'était pas mis de l'avant comme la société le fait aujourd'hui. De mémoire, c'était beaucoup plus les hommes qui devenaient femmes que les femmes qui devenaient hommes. Ben, c'est ce qu'on dit dans le texte. Historiquement, les garçons dominaient les garçons qui voulaient devenir filles, c'est ce qui était prévalent. Donc, cette inversion des tendances coïncide avec l'apparition de cas de dysphorie à apparition rapide, un phénomène qui ne se manifeste qu'à l'adolescence. Et voilà où le bas blesse. Le comité multiplie les hypothèses sans jamais pointer du doigt les éléphants dans la pièce. Réseaux sociaux, contagion sociale, influence des pairs, tout y passe dans le rapport, mais en mode exploratoire seulement. Nous n'avons évidemment pas, dit-on, on cite les auteurs, nous n'avons évidemment pas la compétence ni le savoir permettant de trancher parmi toutes ces hypothèses. Ils ont la chienne. Moi, de ce que je comprends là, avec cette phrase-là, là, c'est qu'ils ont eu la chienne des groupes de pression. Parce que dans le fond, le rapport dit, ouais, c'est spécial que ces chiffres-là soient autant en hausse, qu'on voit des inversions de tendances historiques. Que tu dis, OK, dans les 40 dernières années, c'était, mettons, majoritairement des gars qui voulaient devenir des filles. Puis là, depuis 2 ans, le chiffre a doublé et on voit plein de filles. Écoute, si tu me dis qu'à une période de ton adolescence, tu as le goût de changer de sexe, je peux pas être troublé de ça ou être surpris de ça tant que ça. Parce que pour bien des personnes, l'adolescence est une phase qui peut être quand même assez fucked up. Puis c'est normal, là, je veux dire, l'adolescence, c'est... Tu vis des transformations gigantesques. Là. Sauf qu'à un moment donné, ça reste que c'est une période temporaire de ta vie. Tu sais, j'ai comme le feeling que, OK, fine, tu files comme ça. Est-ce qu'on va tout de suite te coller un diagnostic ou on va juste attendre que l'adolescence se passe? Ben moi, j'ai le feeling qu'il y a une industrie présentement qui a vraiment, vraiment hâte d'avoir des gens qui ont cette confusion-là, confusion des genres, puis ils disent « Ah, voici mon diagnostic, ma solution toute prête est là, go, rentre dans la machine à saucisse. » Joey dit dans le background, Bill Maher en parlait il y a 3 ans, que
comme par hasard, quand tu regardais aux États-Unis, il y avait beaucoup plus de kids qui disaient vivre cette situation-là en Californie que dans le Midwest américain. Fait que, tu sais, l'hypothèse de la contagion sociale est très bonne. ben, en fait, c'est dans le documentaire auquel on a fait référence la semaine passée, dont Francis Denis, Maître Séguin sont venus parler. Dans le documentaire, là, je peux le dire parce qu'il est rendu disponible à tous. Il y a une intervenante qui parle et elle dit une chose qui m'a marqué, puis j'avais jamais fait le lien. Elle dit: Avez-vous remarqué que chaque jour, pratiquement, on nous parle d'une mode qui est délétère pour les jeunes? Chaque jour, on nous dit: Hey, les jeunes, ils peuvent se mettre des Tide Pods dans la bouche juste parce qu'ils l'ont vu sur TikTok. Les jeunes, ils peuvent adopter certains comportements, se mettre des tampons avec de l'alcool dans le cul pour se saouler. Puis, tu sais, il y a Même des affaires plus simples, là, je veux dire, on le voit au baseball, au football, les jeunes, quand ils réussissent un touchdown, un moment donné, il y en a qui arrivent et qui fait une petite célébration, mais Christy, c'était la célébration qui était populaire là, 2 semaines sur TikTok. Là, exact, exact. Et même quand tu te promènes dans les centres d'achat, tu vois des magasins qui sont crissement louches, puis à un moment donné, t'es là, tu te dis, what the fuck, c'est quoi ce magasin-là? C'est bizarre, tu sais. Mon fils est à côté, c'est une mode TikTok, là, t'as le patente, Tu fais, OK, il se passe des affaires là-dessus, là. Ben écoute, les réseaux sociaux réussissent même à redonner vie à des tunes mortes depuis 30 ans. Ben oui. À un moment donné, t'es comme, OK, what the fuck que cette chanson-là est de retour sur le Billboard, par exemple. Il n'y en a pas de... Ah ouais, OK, il y a un gars qui faisait... C'était la chanson Dream de Fleetwood Mac il y a quelques années. Il y a un gars qui faisait du skate en buvant du jus de canneberge ou du jus d'orange, puis il avait mis dans le montage la tune Dream de Fleetwood Mac et c'est redevenu c'est une tune qui est sortie. C'est une tune qui est sortie en 1975 de mémoire, ou 77. La tune est redevenue un hit d'un palmarès à cause d'une vidéo TikTok qui est devenue virale. Donc, elle, ce qu'elle disait, ça dit: vous ne pouvez pas dire qu'une tralée de phénomènes sont explicables par la contagion sociale et penser que tout ce qui a rapport avec l'identité et ces genres de démarches-là serait à l'abri de tout type d'influence sociale. C'est débile, penser ça. Là. Parce que moi, là, si tu me parles, là, on part d'une page blanche. Tu me dis, la dysphorie du genre, c'est quelque chose qui existe. Il y a des gens qui en souffrent. Ça touche un certain pourcentage de la population. Parfait. Cause probable, moi, dans ma tête, je vais être dans génétique. Il s'est passé quelque chose dans ton code génétique où il y a des prédispositions qu'il y a. Après ça, tu peux dire, il y a peut-être des sources de traumatisme d'enfance. Ça peut être une des causes. Toutes ces affaires, toutes les affaires qui font du sens, qui pourraient justifier quelque chose comme ça. Par contre, la journée que tu me dis phénomène social, réseaux sociaux, TikTok, blablabla, là, je fais, attends un peu, là, on n'est pas dans la condition médicale, là. On est dans l'influence sociale de la patente. Là, tu te dis, il y a un Christy de danger d'aller là. Parce que ça, c'est temporaire. Je veux dire, si c'est une mode, si c'est quelque chose qui est sur les réseaux sociaux, si tu as été influencé de cette façon-là, tu es en train d'apporter des changements permanents à ton corps en fonction d'un feeling qui est très temporaire dans l'histoire. Fait que là c'est là qu'on normalement on devrait avoir une tralée d'experts qui nous disent faites attention, le danger d'aller trop vite d'une manière rapide dans ces transitions-là, c'est ça. C'est ces phénomènes sociaux-là qui ont influencé un jeune de manière temporaire, puis dans 2 ans, va changer d'idée. Ça, on veut pas que ça arrive. Quelqu'un qui recule dans le processus puis qui change d'idée. Parce que c'est des dommages qui sont permanents en termes hormonaux ou même de chirurgie ou d'affaires comme ça. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme si les experts de la santé avaient perdu le nord un peu. Peux-tu identifier la cause comme du monde de la fameuse dysphorie? Puis peux-tu t'assurer que ces causes-là font que cette dysphorie-là est réellement permanente, là? Ben, ouais, c'est ça. Et là, ben, tu parles il y a des experts qui veulent pas parler. Ils en parlent de ça dans le rapport. Dans le milieu médical, l'ambiance est lourde, nous dit-on. Le rapport révèle que plusieurs professionnels de la santé n'osent plus questionner les protocoles de soins par peur d'être étiquetés transphobes. OK. Fait que ça, c'est la... Puis
Fait que là, on a ce rapport-là qui sort un vendredi après-midi, donc on essaie de le passer en dessous de la couverte parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a eu l'idée de faire la commission. Puis finalement, en faisant ça, ils se sont comme rendus compte que c'était un bâton plein de marde, puis ils n'ont pas trop le goût que ça fasse de vagues. Puis ce Ouais. que tu apprends dans ce rapport-là, c'est qu'il y a comme un omerta qui est en train de se dessiner dans le monde de la médecine. T'es-tu surpris de ça? Ben, je suis pas surpris de ça, mais j'ai, il me semble que ça n'a Ben, pas fait de vague dans les médias traditionnels cette semaine, cette affaire-là. non, j'ai vu Joseph Facal qui en a parlé dans une chronique à Cube. Ça a sorti un peu dans quelques médias, là, mais Elle était tranquille. honnêtement, moi, j'ai reçu des rebounds de ça et ce qu'on me dit, c'est que littéralement, ce qui avait été publié sur notre site, il y a rien qui se résumait aussi bien le contenu du rapport que ce qui a été véhiculé dans les autres médias. Le rapport reconnaît les limites importantes de l'approche. OK, un petit peu. Le rapport cite le cas du Royaume-Uni qui a révélé un manque de données sur les standards de soins actuels. Mais cette révélation majeure n'empêche pas le comité de reconnaître que l'approche transaffirmative, donc l'idée de transitionner, demeure la norme dans les services publics québécois malgré des lacunes documentées. Il reconnaît toutefois plusieurs limites importantes à cette approche dominante et souligne que les soins d'affirmation de genre, bien qu'en expansion rapide, ne s'appuient pas sur un consensus scientifique robuste, notamment en ce qui concerne les adolescents. Il est question d'une application inégale des standards de soins, d'un manque de formation chez les professionnels et d'un flou entourant les critères d'éligibilité. L'évaluation clinique est parfois vécue comme une barrière ou même comme un soupçon de transphobie, ce qui contribue à délégitimer la prudence médicale dans certains milieux. Le rapport note également la tension entre autodétermination et jugement clinique. Si les jeunes peuvent s'auto-identifier sans preuve médicale, plusieurs intervenants s'inquiètent de valider trop vite des parcours irréversibles sans distinguer les cas durables des inconforts passagers. Ce que tu disais tantôt, là. Une ligne floue que le comité se contente d'observer sans oser mettre de garde-fou. C'est peut-être dans le milieu scolaire que les tensions sont les plus vives. Le rapport révèle que les écoles peuvent accompagner la transition sociale d'un élève mineur sans en informer les parents. Ce qu'on parlait par rapport au film Omerta, créant ce que certains appellent des transitions secrètes. Cette pratique Eh boy. divise. Cette pratique divise profondément. D'un côté, on invoque la protection des jeunes face à des familles potentiellement hostiles, et de l'autre, on dénonce une intrusion inadmissible de l'État dans l'autorité parentale. Le rapport évite soigneusement de trancher, préférant parler d'équilibre à trouver. C'est vraiment ça, hein, ce que tu disais. Ils savent que c'est un bâton plein de marde. Ils voient plein de choses. Ils l'écrivent. Mais on dirait que c'est un peu ChatGPT qui a écrit le rapport au sens que, tu sais, la fameuse phrase à C'est la fin, vrai. là. Tu sais, la fameuse phrase à la Bon, oui. fin, là, ni pour ni contre, bien au... C'est Gérard Deltel qui a écrit le rapport, c'est pas compliqué, là. Il a écrit Ni le pour ni rapport, contre, bien au contraire. c'est ça. Ni pour ni contre, bien au contraire. J'aimerais faire de peine à personne. Finalement, j'avais fouillé un peu cette phrase-là. C'est le titre d'un film français, genre. Oui, ben, il Il doit être vraiment bon. n'a pas inventé ça. C'est juste que ça avait pas l'air ça avait pas l'air Non, c'est cette sauce. Pourquoi c'est rempli de beige? Quand des intervenants. On parle de gens qualifiés, on parle de gens qui ont des études, on parle de gens qui avaient l'intention de bien faire. Tu sais, je veux dire, tu n'acceptes pas le mandat de ce rapport-là si tu n'as pas l'intention de changer les choses de manière positive. Mais on parle de gens, j'ai l'impression que la chienne les a pognés quand ils ont vu l'agressivité des groupes de pression auxquels ils ont eu à dealer. Je me trompe-tu quand je dis des affaires de même? Ça se peut-tu que les consultations pour ce rapport-là, finalement, tu t'es ramassé avec des hosties de lobby de malades mentaux qui sont arrivés puis qui voulaient juste, genre, foutre la merde? C'est ça qui est arrivé? Pour sortir un rapport aussi beige, il faut que tu aies eu la chienne de quelque chose. Regarde, il y a une section dans l'article où on parle d'un climat de peur généralisé. Peut-être l'aspect le plus troublant du rapport concerne le climat d'intimidation qui règne dans plusieurs milieux. Ah Les ah! universités, supposées être des lieux de débat libre, sont particulièrement touchées. En ce Ah qui ah! concerne, écoute bien ça c'est une professeure interviewée par dans le fond, qui est venue témoigner devant le comité, et voici ce que le comité rapporte des propos de la professeure. En ce qui concerne la liberté académique, la liberté d'expression est restreinte depuis l'émergence des médias sociaux. Les universitaires marchent sur des œufs dans tous les cours qu'ils donnent, témoigne une professeure.
Le rapport révèle même qu'une chercheuse a été soumise, c'est une citation, à des pressions pour supprimer des résultats dans une recherche de façon à occulter les besoins particuliers des femmes de sexe biologique. Déjà, cette phrase-là, des femmes de sexe biologique. Sa réaction, j'ai vécu un clash de valeurs parce que je viens d'un univers scientifique. Ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en français? La personne a dit, moi, je suis une scientifique. Là. J'ai des La méthode résultats, scientifique. Là. je donne des résultats. Il n'y a pas de morale là-dedans. La science est amorale. Tu crois pas en science, toi, Frank? Ben, justement, on croit à la science, on ne croit pas à la morale. La morale et la science, ça ne va pas ensemble. Je La comprends. méthode scientifique, tu poses une hypothèse, tu établis ta recherche, les résultats que tu veux observer, tu ramasses tes données et ensuite tu analyses les résultats et dans le meilleur des mondes, tu essaies de ne pas être biaisé sur ton hypothèse de base. Voilà. Ton objectif est de réfuter ou infirmer ton hypothèse. Ben, Cette méthode scientifique-là, ça a fonctionné pendant 300-400 ans. Ça nous a permis des avancées technologiques tout simplement fantastiques. Mais je veux dire, la science sociale semble vouloir s'exclure de cette méthode-là qui est éprouvée depuis des siècles. ben, je vais raffiner ce que j'ai dit, là, parce que ça peut être mal interprété. Il n'y a pas de morale en science, il y a de l'éthique. L'éthique en science, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne fais pas comme certains ont fait dans l'histoire du 20e siècle. Je vais prendre des gens contre leur gré, puis je leur injecte des trucs dans les yeux pour voir si je peux faire des ariens avec. Ça s'appelle des cobayes, ça s'appelle de la boucherie, c'est pas de la science. Oui, il y a de l'éthique, il y a une forme de moralité qui s'appelle l'éthique en science, qui est d'avoir des expériences qui sont respectueuses du consentement des gens qui font l'expérience, de certaines normes. Tu ne tortures pas des animaux inutilement. Bon, vous comprenez? Là? Je ne veux pas dire que la science peut faire n'importe quoi. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de jugement moral dans la science. Tu n'es pas censé faire ah, ben mes résultats sont pas fins, donc je les diffuse pas. Ça, c'est contraire à que ce soit fin, pas fin, beau, pas beau. Les chiffres sont là, le data est là. Que C'est ça ça que tu l'offense devrais. quelqu'un ou non? Que ça l'offense quelqu'un, tu n'es pas supposé te préoccuper de ça. C'est ça que la personne vient dire. Et là, si on commence à rentrer des considérations d'ordre moralisantes et moraleuses dans la science, il n'y a plus de science. Là. Il n'y a plus de science. On va faire des expériences, on va faire des études, mais si les résultats confirment ce que la majorité du monde a envie d'entendre, on va les rendre publics, sinon on ne les rendra pas publics. Ça ne marche pas. Là. Ça ne marche pas pantoute. Donc, le rapport, en bref, hausse rapide et préoccupante des cas de dysphorie de genre chez les jeunes, particulièrement chez les filles. Absence de consensus scientifique sur les soins d'affirmation, en particulier pour les mineurs. Manque de données longitudinales et d'études rigoureuses sur les effets des traitements médicaux. Formation inadéquate des professionnels de la santé, climat de peur et d'autocensure dans les milieux médicaux, universitaires et militants, risque que toute expression de prudence clinique soit perçue comme de la transphobie, flou autour des critères d'éligibilité aux traitements médicaux, notamment chez les adolescents, accompagnement de transition sociale en milieu scolaire sans informer les parents, parfois sans cadre formel, confusion persistante entre les notions de sexe et de genre, y compris dans les politiques publiques et le discours éducatif. Parce que ça aussi, c'est une autre affaire. Là. On a C'est créé le militantisme, ça. On a créé, tu sais, à la base, là, il y a le sexe. Le sexe, c'est petit gars, petite fille, puis on savait que il y a des cas d'anormalité, là, comme l'hermaphrodisme puis tout ça, là, qui ont des chromosomes, ou bien comme la boxeuse, là, le boxeuse Imam Khalif, là, qui aurait un truc qui ressemble à ça, là, qui a des chromosomes masculins, mais bon, elle aurait. Bon, ça existe. Le genre, ça, c'est le concept qu'on a inventé pour expliquer que tu peux être un homme de naissance, mais te dire femme, et ça, c'est ton genre. Bon, ben, c'est comme si on a créé une deuxième catégorie qui est pas nécessairement associée à celle de la catégorie naturelle ou génétique. Et donc, ça nous permet d'entretenir un flou permanent. C'est pour ça que maintenant, dans la novlangue qui entoure ces trucs-là, on est rendu qu'on parle de femme biologique. Alors que, je veux dire, le mot femme. Pire que ça, les personnes qui ont des menstruations. Ouais, ben c'est ça, exact. Personne ayant des menstruations, comment on dit ça, personne pouvant accoucher. Même, rappelle-toi, il y avait un site britannique qu'on avait passé où qui parlait de bonus hole. Bonus hole.
Je veux dire, rendu là, c'est lunaire, là. Donc, j'essaie d'accélérer un peu parce qu'il y a encore un autre petit point à amener. Fracture au sein du mouvement féministe concernant l'inclusion des femmes trans dans les espaces non mixtes, donc le sport. Témoignage de pression exercée sur des chercheurs pour qu'ils censurent ou modifient des résultats liés aux femmes, donc ce qu'on vient de parler. Les angles morts du rapport, ça, je trouve ça intéressant. Pas de recommandations contraignantes, donc le comité se positionne pas pour promouvoir des balises claires. On parle de La chaîne, il dialogue, les a de pognés. discours, c'est ça. On tripote un peu. Pas qu'on tripote, mais tu sais, dans le fond, Ben, ça c'est- finit. En fait, tu as l'impression que c'est comme ta tante à Noël là, qui arrive, qui fait OK, les gars, pas de chicane. ouais, mais en fait, c'est. Moi, ce que je vois dans la politique provinciale, par exemple, avec Québec solidaire, c'est qu'ils ont un succès limité à quelque part sur l'île de Montréal. Par contre, quand tu es assez proche du milieu politique, ce que tu te rends compte, c'est qu'une des forces de Québec solidaire, c'est d'avoir infiltré toutes sortes d'organisations municipales, puis d'avoir réussi à placer toutes sortes de conseillers municipaux, un bord puis de l'autre, qui ont des postes, des fois à la mairie, des fois comme conseillers, puis qui avancent ces agendas de pouilleux-là. De Québec solidaire. Là. Puis dans toutes les grandes villes, dans toutes les moyennes villes, tu vois des conseillers qui sont de là, qui sont noyautés par Québec solidaire. Il y a un militantisme grassroots chez Québec solidaire qui est très, très, très puissant. Ce que je vois dans ça, là, je ne dis pas que c'est Québec solidaire qui est derrière ça, mais ce que je vois, là, c'est qu'il y a un militantisme, un lobby, autrement dit, du transgenrisme au Québec, qui n'est pas si vocal que ça dans le média traditionnel, mais qui est extrêmement puissant dans le communautaire. Puis qui infiltre le communautaire, qui terrorise le monde communautaire, qui intimide le monde des milieux communautaires. Ça, c'est ce que je vois, c'est ce que j'entends. Puis quand je lis le rapport, ça fait juste confirmer cette théorie-là. Moi, j'ai l'impression que si tu es un organisme de communautaire qui traite avec les femmes, qui traite avec différents groupes au niveau communautaire, là, va pas parler contre les trans parce que tu vas te mettre dans la marne. Tu vas avoir de la misère à avoir tes subventions. Tu vas avoir de la misère à avoir une respectabilité et tu vas te faire intimider et menacer dans ce milieu-là. Oh, Moi, ben c'est. Oh, oui. Oh, tout oui. ce qui transparaît de ce que tu dis là, tout ce que je ressens, il y a un sentiment qui est caché derrière ce rapport-là et c'est un sentiment de peur que je vois. Ben, Il y a un même les sentiment de auteurs. peur des professionnels de parler dans ce Et puis milieu-là. même les auteurs du rapport, là, tu sens que. Parce que de toute façon, moi, j'ai suivi un peu ce que plusieurs militants et activistes disaient avant même de voir. Quand ils ont entendu que Legault mettait sur pied le comité de sages, le comité avait déjà été désigné comme transphobe et Ouais. intolérant avant même qu'on sache qui était dans le comité et bien avant qu'on sache ce qu'il y avait dans le rapport. Je wrap up avec ça. Pas de recommandations contraignantes, silence sur les cas de détransition. Donc, ça, c'est absolument absent du rapport. Peu de distinction entre les enfants et les adultes. Absence de remise en question d'un militantisme qui pourrait être, qui est évidemment autour de ces thèmes-là. Peu de place pour les parents en désaccord. Langage idéologique orienté. On parle aussi, bon, il y a quelques recommandations et trucs qui sont proposés. Là, on parle d'améliorer la formation des professionnels, tout ça, mais ça Mais reste la très, raison très, pourquoi ça très sort le limité. vendredi après-midi, est-ce que c'est que François Legault n'a pas eu ce qu'il voulait avec le rapport? Moi, je pense que François Legault voulait, à quelque part, à un moment donné, attaquer le problème de fond parce qu'il voyait la possibilité d'aller contrer l'idéologie woke avec ça, parce qu'on sait que François Legault veut s'identifier comme anti-woke. Je veux dire, c'est la Ouais. raison pourquoi il traitait GND de woke en chambre. Là. Il y a Oh, eu oui. pendant un temps cette stratégie-là au niveau de la CAQ. Probablement que c'est dans ces temps-là que le rapport a été demandé, que le comité des sages a été créé. Et quand il a vu la patate qu'ils ont accouché, beige, il s'est dit, j'ai rien à faire avec ça. Puis ils l'ont passé un Euh, vendredi après-midi, puis ils disaient, bah, ben, c'était une mauvaise idée finalement. That's it, that's all. ouais, carrément. Et là, bon, on a des réactions. Le sexe effacé des féministes dénonce le rapport complaisant du comité de sages. Et c'est notre ami qu'on a reçu l'autre fois et son organisme, le Réseau féministe québécois, le RFQ, ne mange pas ses mots dans sa réaction au rapport du comité de sages sur l'identité de genre déposé le 30 mai dernier. L'organisation dénonce ce qu'elle qualifie d'un rapport ni neutre ni courageux qui aurait choisi une voie de conciliation au prix d'un effacement des droits des femmes. C'est ce que je ressens dans ce rapport-là aussi. Là.
Le RFQ s'attaque d'emblée à la démarche même du comité, estimant que le mandat du comité est basé sur la reconnaissance explicite de l'identité de genre comme une réalité légitime, sans jamais interroger ce concept sur le fond. Cette approche aurait pour effet d'exclure d'office toute analyse critique, en particulier féministe, car le concept serait sacralisé d'entrée de jeu. Hmm. L'organisation reproche également au rapport d'avoir adopté une neutralité feinte sous prétexte d'objectivité. Le comité donne l'illusion d'un équilibre, mais ne cite sérieusement aucune organisation féministe critique de l'identité de genre, si ce n'est que pour en démolir les arguments. Au cœur de la critique se trouve l'absence de reconnaissance d'un conflit de droit, ça c'est important. Au cœur de la critique se trouve l'absence de reconnaissance d'un conflit de droit entre les revendications trans et le droit des femmes. Le RFQ déplore que le rapport évite de se prononcer clairement sur les impacts de changement de sexe légal dans la transition physique dans les espaces traditionnellement réservés aux femmes. Prison, refuge, vestiaire, sport. Cette critique trouve écho dans des secteurs spécifiques analysés par le comité. En sport, le RFQ souligne que le rapport encourage une certaine mixité en sport non professionnel et on laisse les organisations internationales gérer le sport professionnel, une approche jugée insuffisante pour protéger l'intégrité du sport féminin. Concernant les prisons, l'organisation s'inquiète, malgré les précautions mentionnées quant à l'évaluation de la dangerosité des détenus avant de leur accorder le droit d'être incarcérés en fonction de leur identité de genre. L'expérience nous apprend que plusieurs détenus passent à travers les mailles de ce filet. On parle d'un traitement mou et complaisant. Eux plaident pour ce qu'ils nomment une véritable consultation. Donc, on dit le RFQ plaide pour une véritable consultation qui devrait inclure un débat ouvert sur les fondements idéologiques du genre et reconnaître que les droits des femmes ne sont pas négociables. Pourquoi ils parlent de ça? Mais c'est parce que si tu dis qu'un homme qui... puis c'est même pas... En plus, c'est ça la c'est que c'est même pas un garçon qui fait une transition et qui complète. Moi, le vrai problème dans ma tête, c'est l'identification. C'était ça l'histoire de Mohamed Balouz, puis tout, puis de Rocco Magnotta. Ce ne sont pas des gens qui... pas fait couper à saucisse. Ce ne sont pas des gens qui ont transitionné. Ce sont des gens qui utilisent le langage du genre pour faire croire à tout le monde que le simple fait de s'auto-déclarer... C'est comme si tu pouvais arriver et dire, ben moi, je me déclare noir. Ah, ben OK, je suis obligé de te considérer comme un Afro-Américain maintenant. Non, ça n'a pas rapport, votre histoire. Là. La semaine passée, tu avais une lanceuse dans le softball américain. Puis le softball américain dans les collèges, ça joue du gros softball. C'est un des gros sports féminins aux États-Unis. Okay. La lanceuse a lancé 2 parties de 7 manches back-à-back. Elle a striké tout le monde. Okay. Mais elle mesurait 6 pieds 3, 6 pieds 4, puis elle avait une pomme d'Adam. Mais comment ça? C'est le terrain à côté, là, avec des clôtures de 400 pieds puis une plus petite balle, là, c'est là que tu es censé jouer, ma belle. Mais tu sais, juste là, c'est là qu'on voit qu'il y a un problème. Parce que je vous ramène, puis on va conclure là-dessus, là, avant de passer au Patreon. Juste avant que Frank y parle, je vous ai mis à l'écran le réseau féministe québécois. Si vous voulez vous abonner à leur page Facebook, c'est leur gros réseau de diffusion. Prenez le temps de vous abonner. Alexandra fait vraiment une bonne job avec cet organisme-là. C'est des vrais féministes. Ils ont réellement l'avancée des droits des femmes en tête. Ils ne pensent pas à tous ces petits organismes de pression-là. Ils pensent aux droits des femmes. Fait que, je vous invite à vous abonner. Ben oui, parce que juste ça, vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que qu'est-ce que le rapport nous dit? Le rapport nous dit que depuis un certain temps, c'est majoritairement des jeunes filles qui transitionnent. Comment se fait-il que si le phénomène est majoritairement féminin, tous les enjeux reliés à ça concernent des histoires d'hommes, appelons ça biologiques pour utiliser leur langage, qui sont dans des espaces féminins? C'est clairement là le nœud de l'histoire, Yann. Parce qu'il n'y a pas de femmes nées femmes qui s'obstinent pour aller dans des prisons d'hommes. Il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes nés femmes qui s'obstinent pour aller jouer dans du sport masculin. Tu comprends-tu, là? Que toute l'histoire est là. Puis cette histoire-là,
cette histoire-là, sortez-la si ça vous dérange, cette thématique-là, de l'affaire du genre. Tout est relié au principe de que tu peux choisir des choses que tu n'as pas choisies, qui sont reliées à la nature. L'autre exemple qu'on a là-dessus, c'est l'histoire des Autochtones au fédéral. Du moment que tu as dit aux gens qu'ils peuvent s'identifier comme Autochtones et bénéficier de congés payés pour aller à la chasse, là, qu'est-ce que vous pensez qui allait arriver? Hey, qui aurait pu prévoir qu'il allait avoir des fraudes à l'identité autochtone? Et donc, maintenant, au gouvernement fédéral, on l'a déjà mis à l'écran, puis je pourrais le retrouver, là, il y a des formations qui sont données aux fonctionnaires pour débusquer les fraudes à l'identité autochtone. Ben oui, mais si en fait, je connais quelqu'un qui m'a confié avoir fait ça lui-même. Pas l'histoire de l'Autochtone, mais il était à l'université et il dit dans mon département, il y a un programme pour des bourses qui sont assez généreuses pour un truc de recherche. Ça dit qu'ils sont limités aux femmes. Je me suis essayé en disant que j'en étais une, puis Chris, je l'ai eu. Ben écoute, tu te rappelles Gad Sand quand on l'a en entrevue, la deuxième entrevue qu'on fait avec Gad Sand. Gad coche quelques cases quand même. Le gars est un immigrant. Ben oui. Tu sais, je veux dire, Immigrant, il est juif. mais il vient du Liban, parle 4 langues. Tu sais, je veux dire, il en coche des cases. Ce serait plus facile pour lui d'avoir des subventions s'il cochait les cases sur ses formulaires. Ben, ça fait 7-8 ans qu'il refuse de remplir les formulaires. Parce qu'il dit, je m'excuse, mais je ne cocherai pas des cases pour avoir de l'argent. Ah, c'est ça, voilà. Mais c'est exactement ça. Le podcast, c'était une présentation de nos commanditaires, rangebrand.ca. C'est vraiment le temps de faire comme Geraldine et d'aller acheter votre stock sur Rangebrand. Si vous le faites, utilisez le Yann 10, donc Yann avec un I, pour le 10% de rabais, c'est quand même pas rien. Puis au-dessus d'un certain montant, ben, le shipping est gratuit. Fait que profitez-en si vous êtes 2-3 chums, vous voulez faire une commande, ben, passez-la ensemble au pire, puis vous aurez le shipping gratuit. Ready for Canada pour toutes vos questions, besoins, demandes, requêtes en matière d'immigration. C'est vraiment un organisme qui peut vous aider. Sont pas là pour organiser le grand remplacement, sont là pour aider du monde qui sont dans la marde parce qu'on leur avait promis des affaires, puis finalement, ben, les papiers, ça marche plus. J'avais des employés, c'est quoi qui se passe? Il y a beaucoup d'enjeux reliés à ça. Donc, contactez-les, puis l'équipe va s'occuper de vous autres. TLF Dessin, ça, c'est pour nos amis de la construction. On en a beaucoup parlé cette semaine de la construction. Ils font les plans industriels, le dessin industriel. Donc, c'est une superbe entreprise. Allez voir, ils sont dans pas mal tous les domaines de la construction. Ils peuvent vous aider. Et Barbecue Québec, là, c'est l'été qui s'en vient. L'été, c'est le temps de faire des barbecues. C'est le temps de tomber dans la masculinité toxique. Comme disait, comment elle s'appelle? Sardine Rousseau. Donc, faites cuire vos merguez et vos steaks sur le barbecue, puis la gang de Barbecue Québec, ben, ils ont tout ce que ça prend pour vous rendre heureux et pour rendre Sardine très malheureuse. Finalement, tout le podcast d'aujourd'hui là, était basé sur des articles que vous trouvez sur pilulerouge.ca. J'ai passé le code QR pendant un temps, tout ça. Prenez l'habitude d'aller directement sur le site. Malheureusement, Facebook nous reconnaît comme étant un vrai média maintenant. Ça fait chier, mais c'est ça. Fait qu'on est un vrai média, fait qu'on n'a plus le droit d'être diffusé sur Facebook. C'était notre principale source pour attirer les gens sur le site. Il existe un canal Telegram, il existe un compte Twitter pour y aller. Mais prenez l'habitude d'aller sur le site de façon régulière. Vous allez avoir entre 10 et 15 articles par semaine. Puis c'est du stock que vous ne lirez pas nécessairement dans les médias traditionnels. Plus on avance, plus on va de l'avant avec ce site-là. Ce qu'on se rend compte, c'est Maxime, à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines, il est capable de trouver du stock que les médias traditionnels ont volontairement ignoré, des rapports qu'ils n'ont pas voulu lire de leur côté. Regarde, c'est exactement ça qui est arrivé avec le comité des sages. Projet de loi C2, t'as entendu parler de ça quelque part? Ça me dit fucking rien. Ça me dit fucking rien. Mais regarde, si vous voulez savoir c'est quoi le projet de loi C2 sur la sécurité frontalière, allez-y.
Il y a également, on en a parlé un peu dans la partie Patreon, j'ai fait une chronique de radio là-dessus, mais tout ce que vous avez à savoir sur le livre de Jake Tapper, Original Sin, sur le déclin cognitif de Biden et sur la vraie gang qui gérait les États-Unis pendant qu'il faisait dodo, là. J'ai fait, c'est un article de mon cru qui est disponible sur Pilule Rouge. Fait, comme dit Yann, il y a un article sur la Banque du Canada et les taux d'intérêt, le taux directeur. Donc, Vous sur savez Channel que Telegram. les médias traditionnels, il y a plein de stocks qui ne vous passent pas dans leurs affaires. Les biais là, médiatiques ne sont pas dans les textes. Les biais médiatiques sont dans la sélection des textes, dans la sélection des recherches qui sont faites. Fait que quand on trouve du stock comme ça qui a été ignoré par nos médias traditionnels au Québec, ben, le Maxime, il passe du temps de son côté à analyser ces rapports-là. Et oui, on utilise l'intelligence artificielle, on s'en cache pas. Oui, il y a un biais idéologique de notre côté, on s'en cache pas. Mais justement, dans ma tête, là, le journalisme en 2025, c'est ça. Vous n'avez pas le temps d'aller lire les rapports, vous n'avez pas le temps d'aller lire les livres. Il y a quelqu'un qui l'a fait, il y a quelqu'un qui l'interprète, il y a quelqu'un qui vous donne un résumé. Puis si éventuellement le sujet vous a assez motivé, ben j'espère que vous allez aller lire le rapport ou lire le livre par vous-même puis vous faire votre propre idée. Mais je veux dire, à un moment donné, là, le fake journalisme objectif, là, ça n'existe pas réellement. Il y a une sélection des sujets qui est faite. Cette sélection-là des sujets au Québec, elle est incomplète parce qu'il manquait des trucs dans l'espace public. Puis ce qu'on essaie de faire avec Pilule Rouge, c'est venir combler justement ces trous-là laissés vacants par les médias traditionnels. C'est de la grosse qualité qu'on essaie de faire. Puis pour ça, ben, on a besoin de votre aide, on a besoin de vos encouragements, mais on a surtout besoin que vous les lisiez, vous les partagiez, parce qu'on a des limites avec les hosties de projets de loi de marde sur Internet. On a de la difficulté à diffuser ces trucs-là sur Facebook. Ça nous aiderait si on pouvait, mais on ne l'a pas. Donc, on a besoin de votre aide pour diffuser tout ça. Puis je pense que le podcast d'aujourd'hui, ça en est un bon exemple. Un podcast construit entièrement sur les articles de Pilule Rouge, carrément. Là. Moi, quand j'ai commencé ce sujet, quand j'ai commencé ce projet-là, quand je n'ai parlé à Frank, quand j'ai dit on va investir du temps et de l'argent pour engager quelqu'un pour ce site web-là, là, c'est un projet qu'on ne savait pas comment rentabiliser. Puis encore aujourd'hui, on n'est pas capable de rentabiliser le projet comme tel en soi. Là. Pilule Rouge, vous le voyez, il n'y a pas de publicité sur ce site-là. Peut-être en avoir un jour, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Fait que c'est pas quelque chose qu'on fait pour faire de l'argent, c'est quelque chose qu'on fait pour bonifier le contenu qu'on produit déjà de votre côté. Mais je veux dire, moi, là, d'avoir construit un podcast au complet aujourd'hui, basé sur des textes de Pilule Rouge, là, je suis quand même vraiment content. Je suis vraiment, vraiment, vraiment content Exact. parce que c'est à ça que sert l'investissement de temps et d'argent qu'on fait là-dedans. Puis, présentement, là, sérieusement, dans les 2-3 dernières semaines, les articles de Pilule Rouge commencent à circuler un peu plus sur Twitter. Il y a des gens qui sont en train de disjoncter ben raide sur Maxime comme de quoi ce serait un journaliste biaisé. Je trouve ça fantastique. Je suis content de voir ça parce que ça veut dire qu'on commence à faire chier du monde parce qu'ils se rendent bien compte que les gens qui investissent sur Patreon avec nous, qui nous donnent une tape dans le dos avec l'abonnement, qui suivent notre contenu, ils se rendent compte que cet argent-là est utilisé pour augmenter l'offre de contenu, et augmenter la diffusion de nos idées libérales un peu dans l'espace public. Puis Christy, ça fait des petits tranquillement. Là. Ça fait 4 ans qu'on a décollé ça, moi puis Frank. Puis tranquillement, pas vite, là, ça commence à prendre une ampleur que j'aime, là, puis qui commence à faire chier beaucoup de monde. C'est juste parfait. C'est juste parfait. C'est juste parfait. Si vous voulez nous supporter, ben abonnez-vous à Patreon. Il reste à peu près 55 minutes de show à faire de notre côté. On a étiré un peu la partie gratuite aujourd'hui. On est à 43 minutes de partie gratis. Ça valait la peine d'en parler pour mettre les gens au parfum un peu. Puis là, justement, dans la partie Patreon, faut qu'on y aille parce que là, on a à peu près, je ne sais plus combien on a de montage à faire jouer parce que Joey, ça fait depuis le début de la semaine qu'il accumule des patentes. Il est comme, on l'a pas passé. Est-ce que son objectif est encore de me faire péter une coche? Là, parce que sinon, moi, je vais fermer ça tout de suite. Là. Non, je pense qu'il n'y a pas de péquiste dans le truc. Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de péquiste? OK, OK, merci. On va être correct. Merci. On va être correct.